Oui, Oui, bonsoir, chef. oui, comment ça va? Ça va, Alhamdoulilah, chez toi? Dieu merci, tout va très bien. Et la journée? Oui, ça a été, Alhamdoulilah. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Ok, chef, merci pour voilà, l'émission. Et je dis comme ça bonsoir à toutes les Mao et aux Chao. Merci à tous ceux qui partagent et qui sécurisent le live avec le cœur. Chef, j'ai deux sujets sur lesquels je veux me pencher. Et le premier, je vais aller dans le sens de la Mao, mais à qui? Parce que je me pose dans un programme de gouvernance, tout parti politique a un programme de gouvernance qu'il prépare et avec lequel il arrive à séduire la population pendant les périodes de campagne pour qu'on puisse lui donner comme ça cette chance-là de mettre en pratique son programme social son programme de gouvernance qui a pu séduire la population. Mais hormis ça, parfois, on fait face à des réalités aussi qui sont des imprévus dans la gouvernance. Et ce problème, le président de la République a été victime de ça, quelque part même a été le symbole parce qu'il y a, voilà, une partie de la population ivoirienne qui était victime de ça et lui, à un moment donné, est devenu le symbole de cette lutte-là. Je me pose la question, est-ce que ça devrait pas faire partie de ses priorités pendant sa gouvernance? Cette histoire de haine sur l'ivoirité, X est étranger, X est, voilà, enfant du pays et tout. Parce que ce sujet-là a toujours engendré ce que on a connu comme mauvais souvenir en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui stagnent toujours dans cette position-là et on sait très bien qu'est-ce que ça va provoquer. Lorsqu'on voit des sorties ratées de la part des opposants qui en vérité n'ont pas de programme de société, même quand ils font des meetings, ils n'arrivent pas à séduire comme ça les militants avec des sujets de réflexion, avec des programmes sur lesquels les militants peuvent venir dans des débats contradictoires, mais ils ne sont que dans la propagande des haines. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour pouvoir éradiquer ce genre de propos-là sur la scène politique? Parce que c'est dommage de toujours voir des gens qui sont toujours dans cette posture-là et on dit toujours les mêmes causes produisent les mêmes effets. À un moment donné, là, mettons la justice au-dessus de tout pour pouvoir éduquer la masse. On va nous dire, hey, laissez-les parler, de toute façon ils vont parler, ils ne pourront rien faire. Alors qu'on oublie qu'hier ils avaient ça en cœur et quand ils ont eu la chance de passer au pouvoir, ils ont mis ça en pratique. Donc aujourd'hui, n'étant pas au pouvoir, ils nous montrent ce qu'ils ont comme intention toujours. Et quelque part même, ils s'en réjouissent parce que je ne vois pas un moment de regret dans les agissements qu'ils ont eus hier, dans cette bêtise qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Mais au contraire, ils prennent toujours ça comme bâton de pèlerin. Est-ce que le président et le gouvernement ne devraient pas prendre ce dossier-là à bras le corps pour que dorénavant, ces politiciens-là, ou bien ceux-mêmes qui veulent faire la politique, puissent venir proposer quelque chose aux Ivoiriens qui ne va pas diviser les Ivoiriens, qui ne va pas animer comme ça le foyer des tensions en Côte d'Ivoire. On a la majorité à l'Assemblée nationale.
quoi ça sert? Parce que moi, je pense que le député, c'est celui qui prend connaissance avec les réalités de sa région et fait une étude pour voir si c'est vraiment un problème national et vouloir se pencher là-dessus pour qu'on puisse trouver une solution. Et ce problème d'ivoirité-là, n'est-ce pas un problème majeur même en Côte d'Ivoire? Et quand je regarde le débat de Kone Katina, ce brouillon braqueur des banques-là, avec le ministre Mamadou Touré, c'est Babo qui nous a dit qu'il allait déconstruire le président de la République lors de leur débat contradictoire en 2010. Parce qu'on entendait passer par là que c'est le président qui est le père de la rébellion. Mais Babo n'a même pas pu montrer, ne serait-ce qu'une seule ligne, à plus forte raison, une preuve, pour accuser le monsieur. Et Kone Katina ose venir sur une chaîne publique, sur un plateau de télé, et dire c'est vos rebelles là. Il n'y a pas eu de répondant pour l'arrêter dans sa bêtise. Pourtant, ce brouillon-là, même quand le ministre Mamadou Touré disait des choses qui étaient vraies, et ce brouillon-là répondait quand même pour vouloir blanchir sa face. Mais quand ce monsieur-là dit comme ça, vos rebelles, il n'y a pas eu de répondant. Et le monsieur n'est même pas inquiété par la justice. Quelle preuve il est là? Il n'y a pas de preuve pour dire que le président a été même le père de la rébellion ou le financier même de cette rébellion. Mais le monsieur vient affirmer ça sur un plateau télé, lors d'un débat. Et le monsieur, il n'est pas inquiété. Lorsque Odette Lorugnon dit que les soldats de la Côte d'Ivoire étaient des mercenaires, on connaît très bien la signification du mot mercenaire. Et accuse le président aussi d'être mercenaire parce qu'il est l'autorité suprême. Donc en accusant les soldats de la Côte d'Ivoire d'être des mercenaires, alors elle accuse aussi le président de la République. On peut bien les répondre sur les réseaux. Mais comment on les éduque? Parce que, chers frères, je te dis, je mène des débats contradictoires sur TikTok et c'est très tendu. Et la plupart des militants des opposants, mais c'est une honte parce que c'est une jeunesse qui est abrutie à un niveau, mais qui ne dit pas son nom. En face, je me retrouve avec des perroquets qui viennent raconter ce qu'ils ont entendu de leurs soi-disant mentors, qui ne sont même pas des exemples en vérité. Et quand tu les déconstruis avec des preuves à l'appui, eux, ils ne peuvent même pas te déconstruire dans ces débats sur TikTok-là avec des preuves à l'appui. Juste des ventriloques qui viennent répéter ce qu'on les a dit en bas de la maison. C'est tout. Et voici une jeunesse qui est embobinée. Mais quelle société on veut construire? Est-ce qu'on considère cette jeunesse-là même comme l'espoir de demain pour pouvoir les inculquer des valeurs? Nous sommes en train de construire une nation qui est très jeune. Et il y a des anti-valeurs qui ont pris une place. Mais comment les balayer? Il faut qu'à un moment, nos gouvernants songent à ça. Oui à la démocratie. Oui à la liberté d'expression. Mais avec des valeurs. Mais pas dans une propagande qui ne donne rien et qui n'apporte rien à la construction de cette nation-là.
Cher frère, voici ce que je pouvais dire sur le premier sujet. Si tu as quelque chose à dire. Effectivement, ce que vous dites, c'est un travail de longue haleine. Parce que malheureusement, tu sais, le discours de la haine, ça passe facilement. Hein? Et voilà le mécanisme. Tu sais que les gens ne t'aiment pas, non? Tu sais qu'ils sont nos ennemis, non? Tu sais qu'ils veulent nous tuer, non? Et donc là, ça crée un mécanisme d'autodéfense dans la tête de la personne. Tout ce qui est désigné comme un ennemi est un agresseur. Et donc, à partir de ce message-là, tu te protèges, tu crées tout un système pour te protéger contre l'autre, que ce soit vrai ou faux. Et c'est là que pour combattre ce message-là, c'est très difficile. Et c'est là, effectivement, comme tu l'as dit, nous, on peut faire un combat pour essayer de mettre les preuves, mais ce n'est pas ça qui les intéresse. Mais c'est déjà ancré dans leur subconscient. Comment enlever cela? C'est-à-dire les symboles même de ces mauvais comportements, la racine là, c'est eux qu'il faut couper. Les Laurent Gbagbo, les Odette Lorugnon, dès qu'ils tiennent ces discours-là, on les fout en prison. Quand on va voir ça une fois, deux fois là, les gens vont abandonner automatiquement ces comportements. Mais c'est là que la justice, comme tu le dis, devrait intervenir. Et qu'est-ce qui empêche la justice d'intervenir? C'est la justice elle-même de nous dire les raisons. Mais en tout cas, il n'y a rien qui l'empêche de faire le travail. Parce que dans une société, il y a les normes même de la société elle-même. Aujourd'hui, est-ce que les Ivoiriens ont envie de ces discours de division, de ces discours bêtes? Pas du tout. Pas du tout. Mais pourquoi on les laisse prospérer alors que ce sont des actions criminelles? Ça ne fait pas sens. Et donc, c'est la justice et le gouvernement même que nous regardons aujourd'hui. Sinon, en tout cas pour nous, notre part, on a conscientisé et on continuera de faire ce qu'on peut, mais ce n'est pas suffisant. C'est comme un médicament, tu as beau avoir le meilleur médecin, si toi-même le patient, tu refuses de prendre ton médicament là, tu ne guériras pas. Et donc à chacun de jouer son rôle. Si nous avons parlé ici avec notre parole pour casser les mensonges, tu as vu même hier, j'ai posté une vidéo d'une vingtaine de minutes. Qu'est-ce qui s'est passé réellement en 2010? Et j'ai fait un assemblage de vidéos pour montrer exactement ce qui s'est passé. Mais j'attends maintenant que les gens viennent dire que c'est faux. Parce que c'est là, et tous ceux qui vont bien regarder cette vidéo-là finissent par comprendre véritablement qu'ils soient ivoiriens ou pas, qu'est-ce qui s'est passé. Comment Laurent Gbagbo a fait pour empêcher les résultats. Laurent Gbagbo qui dit qu'il est contre les Nations Unies. Mais cher frère, est-ce que tu sais que les résultats là, dans chaque bureau de vote, là, il y avait 3 enveloppes plastiques. Il y avait pour la CEI, pardon. Il y avait pour l'ONUCI et puis il y avait pour la Cour suprême. Est-ce que tu sais ça? Oui. Et donc, pourquoi l'ONUCI était obligé d'avoir ça? Parce que c'est eux qui ont financé, c'est le monde qui a financé ces élections-là. Comment tu veux que moi, je finance ton élection et puis tu me dises, tu ne veux pas? Et c'est Laurent Gbagbo qui a demandé à Choi de certifier les élections. Est-ce qu'il peut certifier les élections s'il n'a pas les résultats bureau par bureau? Non. La vidéo vous montre un monsieur en train de vous dire, voilà les différentes enveloppes pour chaque bureau. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah non, les résultats n'ont pas été proclamés à temps. Mais prenez le soin de dire que vous avez empêché la RTI de laisser les gens proclamer. Ils ont saboté le matériel de la RTI. Ils ont empêché que les résultats soient donnés à temps pour en arriver à ce conflit-là. Et vous voyez que ce n'est pas sérieux. Et ils font du coq à l'âne en sautant simplement sur les faits. Mais nous, notre travail, c'est de remettre toutes choses à sa place pour que les individus qui veulent la paix et qui veulent eux-mêmes comprendre la réalité puissent venir les juger. Nous n'avons pas dit que nous avons la vérité absolue. Mais au moins, là, venez nous dire que voilà les limites de ce que vous avez mis. Et c'est sur ça qu'on va essayer de vous convaincre davantage. Et donc, continuons à faire ce qu'on peut. Mais il y a aussi de la responsabilité des pouvoirs publics de prendre leurs responsabilités. Parce que toute chose en excès finit par être nuisible. Quand on finit par oublier la justice, demain, là, les gens diront, Ouattara a tout réussi, mais côté justice, là, c'est zéro. C'est ce que nous, on vous dit. Ce qu'on va dire demain de Ouattara, nous, on préfère lui dire en face aujourd'hui. Ah, il a pu manger le caïman, mais c'est sur la queue, là, il n'a pas pu. Ah, il a réussi à faire le pays, mais la justice, c'est zéro. C'est ce que Katina vous a rappelé. C'est ce que nous vous avons toujours dit. Et donc, ça veut dire que la responsabilité n'est plus du côté que de la justice et des dirigeants. Et c'est là qu'on les attend, effectivement.
Ok, merci chef frère. Je vais aborder le deuxième sujet qui est, voilà, le sujet de Orange, et MTN et Move en Côte d'Ivoire et la TCI. Chef frère, j'ai essayé de fouiller un peu à gauche, à droite. Je me dis, on a des organismes en Côte d'Ivoire qui sont subventionnés avec l'argent du public. Et il y a des gens qui ont trouvé le malin plaisir de créer comme ça ces organismes-là, que ce soit société civile. Et Allô? 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 Oui, on avait des Oui. on ne vous entendait plus, donc vous pouvez continuer. Ah, désolé. Donc je me dis, il y a des gens qui ont compris, qui ont trouvé le malin plaisir de créer comme ça ces organismes-là, que ce soit société civile, que ce soit association des consommateurs et tout, mais à quoi ils servent même sur le terrain? Ça me ramène. Alors, vous m'entendez? Oui, c'était pour dire qu'ils ne servent à rien Oui. du tout. Voilà. Donc, ça me ramène toujours à la même question, mais c'est quelle société on veut créer au juste? Parce que je me rappelle dans le temps, avec l'arrivée des Move, la tarification de communication déjà était chère et Move, lorsque Move est arrivé en Côte d'Ivoire, ils ont fait des promos et les autres ont suivi les mêmes promos. Quelque part, ça a baissé un peu le coût de la consommation. Et ainsi de suite, on a eu d'autres opérateurs arriver, que ce soit Cause, Green, tout ça là. Et ça a favorisé un peu le rabais des tarifications des prix en Côte d'Ivoire. Mais apparemment, il y a une mafia qui s'est mise en place et je me pose la question de savoir si cette mafia-là, des deux côtés, que ce soit chez les opérateurs téléphoniques, comme chez la RTCI même, si cette mafia-là n'est pas dans tous ces réseaux-là. Parce que la RTCI ne peut pas vendre 1 giga, par exemple, prix commercial à ces opérateurs-là à 1000 francs. Et ces opérateurs-là vendent les 1 giga à 500 francs. Et ils arrivent à se faire des bénéfices. C'est comme quelqu'un qui achetait une mangue à 100 francs chez le grossiste et qui va revendre ça à 50 francs en détail, mais qui arrive à se faire des bénéfices. La question, est-ce que les 1 giga qu'on me vend, que ces opérateurs-là payent à 1000 francs et qui viennent nous revendre à 500, est-ce que réellement ces opérateurs-là nous vendent en vérité les 1 giga? Question. Mais ça a duré pendant des années. Alors qu'on sait très bien que tout le monde aujourd'hui utilise Internet, que ce soit à la maison comme en ville. Donc même les agents de la TCI ont des téléphones avec des puces où ils rechargent des connexions et tout. Il fallait un député qui joue son rôle pleinement pour venir soulever ce problème-là, pour que ça puisse intéresser même la RTCI, pour que ça puisse intéresser tout le monde. Mais à un moment donné, est-ce que la RTCI même ne devrait pas passer à l'Assemblée, voire même devant le Sénat, pour rendre des comptes, histoire de protéger un peu l'intérêt de cette population qu'il représente là, de défendre un peu le bien-être de cette population-là.
Et les députés, on dit toujours on a la majorité. Mais je ne me rappelle même pas, c'est quand ils ont fait un vrai combat pour le peuple ivoirien. À part venir nous proposer souvent, est-ce qu'on doit légaliser la polygamie? Est-ce qu'on doit légaliser les tisas en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on doit légaliser l'homosexualité? Voici des sujets qui n'apportent rien, qui n'intéressent même pas. Et c'est sur ça on va se pencher parfois à l'Assemblée, à l'hémicycle. Et personne ne peut prendre les réalités des Ivoiriens pour envoyer ça à l'hémicycle pour qu'on se penche là-dessus et trouver une solution. Mais quelle société on veut construire? Qui sont ceux-mêmes qui veulent être des exemples pour qu'on puisse construire cette société-là avec eux? Malheureusement, c'est le grand monsieur là qui va tout prendre parce que demain tu vas entendre des opposants ou les militants de ces opposants-là qui cherchent que le poudre dans les cheveux pour taper le monsieur. Mais ceux à qui il a fait confiance parfois sont même pas sincères envers le monsieur. Vous êtes là pour régulariser quelque chose, mais il y a une mafia qui est organisée où vous êtes dans le bain, mais selon votre silence parfois, sur ces malversations-là, on dit beaucoup. Et j'entends passer par là, oui, c'est pour trouver des financements pour déployer 4G ou 5G en Côte d'Ivoire. Mais ça me fait rigoler. Comment on veut convaincre le peuple avec ça, parce que quelque part, ça se réjouit même de l'ignorance du peuple, et il est sorti des bobards comme ça. C'est pas l'État qui se charge du déploiement de 5G. L'État va vendre des prestations et les opérateurs qui vont venir savent qu'ils doivent déployer des trucs comme ça pour encore aller conquérir d'autres clients. Parce que je prends l'exemple, si Orange était en Côte d'Ivoire et à Abidjan seulement, avec peut-être 10 millions de clients, et qu'ils savent qu'en partant à Boaké et à Korogo, ils peuvent encore séduire des clients et ça va encore gonfler les chiffres d'affaires et les bénéfices, alors c'est à eux de mettre une politique et un financement. On a vu l'exemple ici où Orange est parti prendre prêt avec la banque d'investissement parce que les gars devraient déployer la 5G. Mais c'est en Afrique, on remarque, le monsieur il devient commerçant dans la poche des consommateurs. Et même quand il doit faire quelque chose, malgré les 100 milliards de bénéfices qu'ils ont, ils ne veulent même pas enlever 5 francs dedans, mais leur prochain projet d'investissement pour élargir eux-mêmes les zones, c'est dans la poche encore des gens, ils vont venir prendre. Mais de façon violente même, limite si ce n'est pas agression. Et on voit qu'un seul député qui se penche sur ce problème-là pour dénoncer ça. Mais quelle société on veut construire? Limite, ceux qui ont l'argent peuvent tout se permettre parce que les pauvres n'ont pas droit à la parole. On les a toujours muselés. Et on peut les utiliser comme des ânes. Mais en vérité, les autorités sont là pour qui? Au juste. Chef, je vais laisser la place pour d'autres personnes. Vraiment, merci beaucoup pour tous ces questionnements. Le rôle premier de l'État, c'est d'abord de tenir compte de ses citoyens et n'oublions pas ces facteurs-là. C'est vraiment très important et il faut qu'on évite ces abus-là. Parce que l'excès en toute chose finit par être nuisible. Il faudrait qu'on soit là pour mener le combat juste. Sinon, à un certain moment, ce n'est vraiment plus intéressant.
En toute sincérité, c'est ce que vous avez dit. Vraiment, merci infiniment, cher frère. Je vais vous laisser vous reposer. Et je vous C'est souhaite... moi qui te remercie, cher frère. Et je dis merci à tous ceux qui partagent et qui continuent de liker pour sécuriser le direct. Merci beaucoup. Bien des choses à toi-même et à toute la famille du côté des Paris. Merci à vous, pareillement. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Excusez-moi, je vous entends très mal. Je vais essayer de le faire. Là, non, oui. Allô? Allô? Oui? Oui, oui. Ok. Oui, bonsoir, monsieur, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, par la grâce de Dieu, ça va, ça va. Dieu merci. On se plaint pas. D'accord. Merci encore d'être là ici aujourd'hui. Vous avez un appareil qui est allumé derrière? Non, en fait, j'étais à la télé et j'ai mis le haut-parleur parce que je vous entendais difficilement. Parce qu'avec le haut-parleur, on ne s'entendra pas. Attends, oui, ouais. Allô? Oui, allô? Oui, ça va, vous me recevez? Oui, oui, c'est bon. Ouais, d'accord, ok. Donc, je profite déjà de l'antenne. Hein. Je remercie déjà tous les membres de la classe et salue aussi tous ceux qui participent à ce que ce soit toujours bien élaboré et puis qu'on ait toujours la connexion de pouvoir se joindre. Et profiter encore pour saluer la mémoire de un des grands militants du RHDP, on peut dire RDR, et qui est décédé il y a quelques semaines. Quelqu'un qui a financé et qui a participé avec nous autres sur fonds propres à différentes manifestations. Je vous ai envoyé une image tout à l'heure qui illustre un peu au fait le mouvement qui a existé depuis, qui a fait ce soulèvement de 2020 dans la diaspora, surtout au niveau de la France. C'est quelques militants. Et cette personne est décédée. On aura l'enterrement ce mardi, Inch'Allah, en France ici. Donc voilà. Voilà des personnes comme ça qui se sont battues, qui ont milité sur fonds propres, comme nous autres, sans jamais attendre le moindre financement du parti ou des associations ou je ne sais quel genre d'organisme avec des financements qu'on a dû voir sur Paris et autres. Voilà, des personnes qui se battent, qui sont du mouvement, on va dire des radicaux comme nous, qui se réclament toujours du RDA parce que se disent que le RHDP c'est de la fumée, c'est de la fumée. On se prend dans notre propre piège avec ces histoires de RHDP. Donc voilà, je salue sa mémoire, parce que je ne vais pas donner son nom, parce que bon, voilà, pour diverses raisons. Et vraiment, je voulais intervenir après le frère en disant que j'ai pas grand chose à ajouter à ce que le frère a dit, tout à l'heure, c'est quelque chose de vert. Le gros problème que nous avons au niveau du président Ouattara, c'est la justice. Arrivé à un moment donné, j'ai l'impression qu'on se fait narguer par les gores. Ils se servent de certaines choses, de cette injustice, pour se moquer de nous, et ils sont en train de renverser la vapeur. Si maintenant nous n'arrivons pas à agir, ce n'est pas dans quelques années ou voire dans quelques semaines que nous allons pouvoir agir. Le gros problème se situe au niveau de la fédération. J'ai tout le temps dit qu'on fédère mal, on se fédère pas bien. Il y a cette hargne-là que certains ont à manipuler le parti pour leur propre
je ne sais pas, je ne trouve pas le mot, pour leur propre poche. Nous arrivons à un moment donné où on se pose la question de savoir est-ce que Ouattara, vraiment, il pense aux militants? Est-ce qu'il pense à tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'il pense à tous ces crimes? Quand on veut soulever le problème, on me dit non, mais vous voulez retourner dans le passé, on parle d'une réconciliation. Non. Si ces histoires d'ivoirité, comme le disait le frère, tant qu'on ne crée pas le temps qu'il ne se penche pas réellement sur ce problème-là, rien n'est fait. Pendant qu'il est au pouvoir, on s'est dit qu'on a tous milité, on a bataillé pour que ça change. Mais en réalité, le fond du problème, rien n'a changé. Hein. Ceux qui nous ont fait du mal hier, aujourd'hui sont là. Ils sont à certains postes. Et nous sommes là. On n'a que nos yeux pour pleurer. Le mal, il est profond. Il ne voit pas dans ce sens. Quand je vois Ouattara qui, comme on appelle Karim, je crois, oui, qui est le jeune de la LONASI, qui disait, oui, bon, on a recensé plus de 400 associations et autres 400. Ces associations, ils se sont rendus compte que c'est du bidouillage. Ils ont déclaré plein d'associations disant qu'ils avaient 1000 sympathisants ou 1000 militants, et en réalité, c'est de l'enfumage. Ils ont pris de l'argent. On n'est pas sincère. À un moment donné, il faut trouver les vrais patriotes. Pas seulement au sein du RHDP, mais pour les Ivoiriens, pour que les choses puissent changer, c'est le patriotisme. On n'a pas l'esprit patriotique. Il n'existe pas. Du moins, je parle de la majorité, je parle de la masse, chez l'Ivoirien lui-même. Parce que si on était patriotique, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas nous arriver. On allait mettre au-delà de nos ambitions politiques en disant, bon non, on veut vraiment la paix. Bon, telle personne a vraiment fait du mal, on veut telle justice. Mais non. Comment voulez-vous parler de justice quand on sait qu'il y a quelques années, il y en a qui ont détourné l'argent des 18 milliards, des hommes qui sont vraiment fait du mal, qui sont encore, mais non, si le chéquier politique, ils sont encore là. Ça ne pourra pas changer. Aujourd'hui, on veut nous parler de Orange. Mais le mal le plus profond pour Orange, c'est en business. Il y a quelques années, j'ai un ami ingénieur à Bouygues en France qui me disait, par exemple, Orange, en France, ça ne va plus du tout. Dans le monde entier, ils ne font pas de chiffres. Et comment ils arrivent à renflouer les caisses? C'est avec Orange en Afrique. Et il y a une convention, il y a des contrats, qui ont été signés avec ces pays partenaires comme la Côte d'Ivoire, où à chaque fois qu'ils font les dividendes, qu'ils ont des sous, ces sous-là, ils ont le droit de les rapatrier à n'importe quel moment sans que le gouvernement même ne puisse faire des audits pour savoir vraiment les chiffres déclarés sont bons. Non. Aujourd'hui, Orange France, tu as l'impression qu'ils sont milliardaires, que tout va bien, qu'au niveau de la bourse, ça va top. Mais non, en réalité, ils prennent toujours l'argent qui vient de l'Afrique pour renflouer les caisses ici. Et après, on a l'impression que bon, tout va bien. Mais c'est parce que dans ce gouvernement, il y a des personnes qui créent, qui sont actionnaires, si je peux dire. Je sais qu'Orange, généralement, ils ne partagent pas. Les actions ne sont pas partagées vraiment au niveau national, comme en Afrique et autres. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas des trucs. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. On inaugure Orange, le président est parti, beaucoup ont décrié cette situation. J'ai dit non, c'est normal. Même en France, quand il y a des grandes organisations internationales, des entreprises qui arrivent, bon, souvent le président Macron, ou je ne sais, est obligé de participer pour dire que oui, bon, le pays est content, qu'il fasse des chiffres et autres. Mais tout ça, ça revient toujours au même problème du patriotisme. Le volet social est raté. Nous le savons très bien. On a dit RHDP, mais il faut dire les choses. Niveau justice, c'est zéro. Et la justice, le social, c'est n'importe quoi. On veut parler du social, mais si les gens ont du mal déjà à communiquer, à payer des gigas Internet qui sont très très chers, l'Internet, il fait 19 € à peu près pour Orange, pour Free, pour je sais pas quoi, en France. Ça fait quoi? À peu près 13 000 CFA. Les mecs ont 210 gigas à peu près par mois, illimité. Et quand tu sors de la France, que tu sois en Allemagne, en Espagne ou autre, tu as 25 gigas gratuitement. Ça veut dire que tu payes toujours rien. Ça veut dire que l'effet roaming ne marche même plus quand tu es en Europe. Peut-être quand tu pars en Afrique.
Mon niveau européen, bon, je pars en Espagne, c'est comme si j'étais encore en France. J'appelle gratuitement, je reçois gratuitement. Et c'est 25 gigas. Donc, quand on veut parler du social, c'est là qu'il faut travailler. La génération qui est là, si on veut s'en sortir, ils ont besoin d'Internet. Bon, malheureusement, sur la grande partie, c'est pour faire du n'importe quoi un peu sur Facebook et d'autres réseaux. Mais je veux dire ça, pour les étudiants, pour cette jeunesse, pour les entrepreneurs qui ont envie vraiment de découvrir le monde, de travailler, d'avoir du leadership, ils ont besoin d'Internet. Donc, ce volet va plus faciliter. Malheureusement, on n'a toujours pas l'esprit patriotique parce que tout le monde veut avoir un peu d'argent dans la poche. Orange a signé un contrat, un partenariat, une convention pareil avec la Côte d'Ivoire. Ils ont fait les mêmes choses que le groupe Castel au Burkina Faso. Je dis ça en connaissance de cause. Identique, ils ont fait du copier-coller. Pour ceux qui connaissent le problème de Castel Bière au Burkina Faso, ils vont comprendre de quoi je parle. C'est identique. L'RTCI, ça a été créé pour faire quoi? C'est juste une stratégie. On ne fédère pas. En Côte d'Ivoire, on a un problème, on est toujours là à crier dans nos salons, mais on ne fédère pas. Et quand on parle des syndicats, on va trouver peut-être des gens en train d'agresser des syndicats de taxi ou d'autres choses. Non. Le syndicat, il est vraiment apolitique. Hein. Mais ça revient au même problème du patriotisme. Il faut qu'à dans les Ivoiriens puissent comprendre que bon, je suis RHDP, je suis PDC, je suis machin. Mais quand c'est pour lutter pour une cause sociale, il faut que tout le monde s'y mette. On a vu ce qui s'est passé à un moment donné, il faut sortir. Est-ce que vous avez vu des personnes manifester ou sortir pour aller manifester? Ah non, mais si on manifeste, ils vont nous mettre en prison, ils vont non. Mais quand c'est pour aller manifester pour des balivernes, pour apporter des conneries, il n'y a pas de souci. Ça, on peut vous mater. Mais personne n'ira manifester contre Orange, sachant que vous faites les choses dans les règles de l'art, ils ne vont pas se plaindre. On est tous RHDP en majorité, mais il faut dire que ce gouvernement est en train de faire un peu de n'importe quoi. On est là en train de dire non, ce sont les ministres qui ne font pas leur boulot, voilà. Mais Ouattara lui-même, il a dit, il suit un peu les réseaux sociaux, donc il comprend un peu ce qui se passe. Et pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas? On a vu en 2020, quand il a vu que Soro était manipulé par les Français qui avaient envie que Ouattara tombe parce qu'il ne fait pas leur affaire. Mais aujourd'hui, il a tout oublié. Il est devenu l'ami numéro 1 des Français. Pendant que les Français sont en crise, quand ils sont en défaveur, il aurait pu gagner vraiment l'estime encore même de certains gores en évitant de trop s'afficher avec la France. Il connaît bien comment il fonctionne. On veut soutenir le panafricanisme, mais à un moment donné, moi, à chaque fois que je défends les gens, je dis, il y a ce qui se passe, il y a ce qui se dit dans les médias et autres, vous ne savez pas. Ouattara, ce n'est pas un Français. C'est quelqu'un qui est anti-français à la base. Est-ce que vous pouvez accepter que quelqu'un qui brûle la moitié de votre village soit votre ami? Non. Ouattara est venu au pouvoir malgré ce que les Français ne voulaient pas. Ils se sont ralliés au fait. Et en 2020, quand ils ont trouvé que la situation était propice pour essayer de le renverser, nous tous on a vu ce qui s'est passé. Hein. Ils ont tout fait. Mais ça n'a pas marché, l'insurrection n'a pas marché. Mais je m'étonne de le voir aujourd'hui que la France en difficulté par rapport à leur leadership qu'ils ont dans leur colonie, il accourt, il s'affiche vraiment avec eux. Ça ne me plaît pas du tout. On a nos vrais problèmes en Côte d'Ivoire. Tu es venu au pouvoir, tu sais qu'il y avait cette histoire d'ivoirité, tu sais qu'il y avait cette division. On parle de réconciliation sans parler du vrai problème. Le fond du problème n'est pas touché. La justice, rien. En réalité, d'accord, le pays évolue, le pays est tout beau, mais le fond du problème reste le même. Comme tout le monde le dit aujourd'hui, s'il n'est pas là aujourd'hui, s'il n'est pas là ce soir, vous vous plaignez tous, hein. Mais à votre grande surprise, un gars comme Soro Bio peut devenir président. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? En réalité, il a des partisans dans des postes stratégiques. Ils ont des gars de la FESI qui sont encore là, qui sont dans certains services. Comme je le disais l'autre jour,
Ce gouvernement ne fait pas attention à un truc. La plupart de cette génération de fils-là, ils sont aujourd'hui dans des postes stratégiques. Ils attendent le feu vert. Ils attendent le mot d'ordre. Faisons attention, ouvrons l'œil. Nous ne sommes pas des militaires. La plupart de ces hommes, beaucoup sont en France. Ils ne se cachent pas. Ils narguent le gouvernement. On les donne des 20 ans, mais ils savent où ils sont. Un Français qui nuit aujourd'hui à l'État français, je vous dis que s'il est à Abidjan, au moins de 48 heures, on le pêche. Ils vont trouver toutes les conventions possibles, tous les partenariats possibles pour pouvoir les filtrer et le ramener ici. Mais le cas inverse ne se produit pas. On ne nous dit pas la vérité, chers frères, chers partisans, chers militants. On ne dit pas qu'on se fatigue pour rien. On essaie toujours. Mais on bataille pour des choses que beaucoup, on ne peut pas étaler certains documents, on ne peut pas dire certaines choses sur les réseaux sociaux, mais que Allah facilite, que Dieu aide la Côte d'Ivoire, que Dieu touche le cœur de certains militants. Sinon, le gouvernement fait ce qui est bon pour lui et pas pour nous. On s'est battu en vain. Mais aujourd'hui, ceux qui récoltent le fruit de toute cette bataille-là, c'est des gens qui sont parachutés. Beaucoup, c'était des gens qui étaient méfiants, qui étaient souvent dans notre bord politique ou qui étaient apolitiques même au départ. Ils ont vu maintenant qu'il y a un mouvement pour manger, ils sont là. Donc c'est normal, ça se passe comme ça. Parce qu'eux aussi, ils pensent à demain, ils se disent on n'est pas sûr. Ouattara va partir, on n'est même pas sûr d'être là. Donc pourquoi est-ce qu'on va se cramer? Aujourd'hui, on peut rentrer tous ces criminels là. Les gens qui disent bon, la CPI nous a quittés, on est là. On les permet de faire certaines choses qu'on ne pouvait pas. On a vécu la crise, pour ceux qui ont vécu vraiment la crise. Il y a des choses qu'on accepte. Quand tu vois des artistes comme Béoué qui ont été financés par des bords politiques que je ne citerai pas, j'en sais quelque chose sur au niveau de la France, qui ont fait des déclarations, qui ont participé à ces histoires de CNT. Aujourd'hui, qui vont en Côte d'Ivoire comme si rien n'était, qui n'ont jamais été inquiétés et qui font les concerts et qui sont encore... Je ne sais pas quoi vous dire, mais il y a de l'impunité totale. Tout le monde fait ce qu'il veut. Personne ne respecte le RHDP parce que le gouvernement, ces députés-là, ils ne prennent pas des lois, ils ne font rien en réalité. Ils endorment les gens. Ils sont tous là à s'asseoir pour dire le président travaille, les gens vont aimer le président par le travail. Ça, c'est mal connaître les Africains, c'est même mal connaître les Ivoiriens. Ils vont toujours vous dire que ça, c'était le projet de Gbagbo, c'est le projet comment on appelle, de Bédier. Un projet, c'est celui qui le met en valeur. Sinon, tout le monde peut dire, bon, genre, je pense que ce sera bien d'acheter telle villa ici, ça sera bien pour ces étudiants. Mais dire et faire, c'est différent. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent totalement. Ils s'en fichent royalement. Moi, je veux que ce gouvernement puisse comprendre une chose. Il y a des personnes comme vous, comme moi, qui pouvons travailler. C'est pas les sous. Moi, par exemple, je m'en fiche des sous. Ce que j'ai dépensé dans ces organismes que je t'ai envoyé en image, là, les RHDP, la base. Quand on dit la base, nous, on se reconnaît comme RDR. Ce RHDP, c'est pas nous. Depuis longtemps, je le disais. Et si on finance, c'est pas parce qu'on peut pas demander des subventions au parti, au RHDP, hein, on peut. Non, j'ai des connaissances. Mais non. Parce qu'on a mal, on sait ce qui est arrivé pendant la crise. De 2000, on sait ce qui est arrivé. En 2010, on sait ce qui est arrivé. En 2004, en 2006, pour la plupart d'entre nous, d'autres étaient des anciens des services de renseignement, des services de renseignement généraux, des militaires, des attachés militaires. On sait ce qui s'est passé en réalité. Arrivé à un moment donné, président, si tu nous attends, on n'est pas dû par arriver à un moment donné. On t'a soutenu, mais il faut que tu réagisses. On sait ce qui se passe. Est-ce que la masse, est-ce que les gens voient à la RTI et autres? Et nous, on sait ce qui se passe dans les faits, dans la réalité, dans les documents. On a les traçabilités, les soins transmis, on le sait. L'histoire est têtue. À un moment donné, tout va sortir.
et réagissez. Donc, c'était ce que j'avais à dire ce soir. Mais je disais simplement à nos partisans, aux Ivoiriens, c'est un business que vous ne comprenez pas, ces histoires d'Orange Vote. Vous vous fatiguez pour rien. C'est le gouvernement qui peut réagir. Lui seul peut réagir. Lui seul sait ce qui se passe. Mais ils ne réalisent pas pour leur poche. On est sacrifiés en quelque sorte. On s'est battu à la limite, je ne dirais pas pour rien, parce qu'on n'a pas encore le mot de la fin. Mais tout ça risque de partir très très vite. Donc c'était ce que j'avais à dire ce soir. Je pense que j'avais perdu un peu le fil. Mais je vous remercie en tout cas pour l'écoute. Vraiment, merci infiniment. Okay. Merci infiniment pour ce que vous venez de dire. Vous avez dit des choses très profondes. Vous avez invité les uns les autres à la réflexion sur nous-mêmes, mais surtout à la lucidité. C'est très important. Et hier, moi-même, j'ai posté concernant le cas RTC. J'ai mis un titre. J'ai dit, on a tout compris. C'est assez triste. Oui. Quand tu comprends beaucoup de choses, c'est assez triste. Et le pire, c'est au niveau de Orange. Moi, je me rappelle, il y a des années en arrière, bon, pour quelques sympathisants, des amis que je connais qui sont encore sur le Burkina Faso, quand Orange était en train de racheter Airtel. Airtel, c'était Zen, après Zen, c'est devenu Airtel, et Airtel, c'est devenu Orange. Ils avaient déjà compris ce qui allait se passer au Burkina Faso, en fait. Aujourd'hui, quand Orange est quelque part, aujourd'hui, les Français font toujours tout pour acheter la télécom. C'est surtout pour les renseignements. C'est la base du renseignement. Il faut que la Côte d'Ivoire arrive à récupérer ce que nous... Il faut qu'on arrive à récupérer. Tous nos leaders, le gouvernement, il faut qu'ils puissent comprendre qu'on ne peut rien faire si on n'a pas la télécom, si on n'est pas maître du réseau. On ne le gère pas. C'est la base de tout le monde. C'est la base. Moi, je me penche plutôt sur ce secteur-là parce que c'est un secteur où beaucoup, bon, les gens ne savent pas vraiment. Mais si on veut être libre, normalement, si on ne veut rien faire, vous voyez, le président, il a les mains liées quelque part. Pas beaucoup de choses. Mais il peut s'en défaire. Vu son âge, moi, je pense que les quelques années qui lui restent, c'est de dire, bah, écoute, je casse les chaînes. Voilà ce qui va se passer. Voilà. Il faut qu'il brise les chaînes. C'est tout ce qu'on fait. Je vous remercie. C'est nous qui vous disons merci. Bienvenue sur la plateforme du Festin Intellectuel où tout le monde peut parler et tout le monde peut s'exprimer, surtout quand vous dites des choses assez profondes qui forcent au respect. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu et vous avez parlé. Et ce que vous avez dit, je peux vous promettre que ça ne passera pas inaperçu parce que c'est un message très important. C'est un message qui a de la contenance et nos dirigeants devraient s'en inspirer pour essayer de s'améliorer. C'est vraiment très important. Vraiment, merci infiniment, cher frère. Et j'allais vous souhaiter une excellente soirée. Et merci à vous, cher. Merci beaucoup. Et bien des choses à toute la famille. Ça marche, merci. Merci beaucoup.